Alors, euh, alors, on va se jouer ça à deux, en fait, en se passant la rondelle D'accord. au moment où c'est utile de le faire. On vous Mhm. présente, au fond, deux pour le prix d'un, là, comme disait Mokhtar tout à l'heure. Euh, un peu le contexte de travail dans lequel on est amené à collaborer, lui et moi, quelques-uns des résultats de recherche qui sont issus de travaux qui ont été menés essentiellement par les NAP euh, l'année dernière et encore cette année, où on essaie de comparer la situation québécoise et canadienne avec la situation en matière de justice des autres juridictions de l'OCDE. Et on conclut avec un projet qu'on a pour l'établissement d'un laboratoire de statistiques judiciaire qu'on aimerait voir établi ici au Québec, mais qui nous amène en fait assez rapidement à collaborer avec des chercheurs d'autres provinces, notamment la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l'Ontario, et qui ont comme nous les mêmes problèmes, en fait, qui sont intéressés éventuellement à faire que leurs données puissent faire l'objet d'une comparaison avec des juridictions qui sont comparables. Parce que vous allez le voir, c'est une des difficultés lorsqu'on compare le cas québécois et canadien avec le cas des pays de l'OCDE. Dans bien des cas, c'est des pays qui ont des pratiques judiciaires différentes. C'est-à-dire que ce qu'on compare n'est pas si facilement comparable d'une certaine façon. Et comme je le disais à Harold, je crois, je vais même comparer avec la Suède, mais dans le fond, peut-être que ce qu'on fait est plus comparable à ce que l'Ontario fait qu'avec ce que la Suède fait. Et donc, les comparaisons, quand même, parfois permettent de voir des logiques internes différentes, dans les ratios même, des fois, entre le nombre de juges pour la population ou la proportion d'avocats pour le nombre de juges. C'est des informations qui sont surprenantes des fois et on se rend compte qu'en fait, les systèmes répondent à des logiques internes qui elles-mêmes se distinguent les unes des autres. Et cette distinction-là, elle se traduit souvent par des ratios de cette nature-là. Ça montre en tout cas l'intérêt de se comparer. Mais tout ça s'inscrit dans un projet que plusieurs connaissent ici, donc je passerai rapidement. Le projet ADAGE, l'accès au droit, accès à la justice. Je rappelle rapidement ce que c'est. C'est un projet qui regroupe pour une période de 6 ans, actuellement 46 chercheurs, mais enfin, ça augmente tout le temps, là, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs que ça intéresse. Une cinquantaine de partenaires de la justice, il y en a certains ici, Option consommateur, SOCI, le ministère de la Justice, il y a évidemment le barreau, la magistrature, les différentes cours. Le, ben, c'est financé par le Conseil de recherche en domaine du Canada. C'est un budget assez conséquent, je dirais 2,5 millions de dollars de projet. Et puis, c'est financé également par des partenaires, parce que le barreau met de l'argent, parce que SOCI met de l'argent. Puis, et de cette façon-là, on a un budget, dans le fond, pour les 6 prochaines années qui nous permet de faire à peu près ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut. C'est mené, en fait, des projets dans 3 axes différents. Au total, pour l'instant, 20 projets, 20 chantiers, en fait. 2 autres chantiers sont en préparation et ça se développe parallèlement. Lorsqu'on trouve d'autres moyens pour les financer, on les démarre. Et donc, c'est un projet de ce point de vue-là qui est vivant. On n'a pas voulu. Notre idée au départ, c'est d'avoir une programmation qui se naît, mais on ne peut pas empêcher que cette programmation-là évolue au fur et à mesure que les partenaires qu'on a, et qui sont des vrais partenaires, là, qui participent vraiment avec nous dans les projets, parce que ceux qui sont ici le savent, là, on se réunit régulièrement, puis on fait avancer sur quoi on veut travailler. De temps en temps, eux-mêmes, on ne peut pas les empêcher d'avoir des idées. Et nous-mêmes, ça arrive qu'on en a aussi. C'est comme ça qu'en fait, le nombre de projets augmente. Comme le nombre de partenaires d'ailleurs, parce que là, j'y connais 50, mais c'est sans doute plus que ça, là, mais on ne cherche pas à officialiser nécessairement tous les nouveaux partenaires qu'on a, mais il y en a qui sont plus proches de nous. Je dirais que l'avantage peut-être du projet qu'on a, c'est de travailler beaucoup avec la magistrature. Je vois les gens du TAC ici. C'est important pour nous de travailler aussi avec les acteurs, les artisans, ceux qui le font, là, qui sont à la manœuvre et puis qui doivent décider tous les jours sur des situations qui touchent les individus et qui sont prêts avec des vraies contraintes. En général, on essaie que les partenaires comprennent qu'on est intéressé à ce qui les intéressait. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas changer rien dans la pratique judiciaire, par exemple, si on ne tient pas compte de la réalité bien concrète de la pratique du droit, là, les avocats, là, puis les notaires, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que les juges font pour vrai, là? Et sinon, on peut y aller sur une perspective qui est un peu esthétique, fondée sur des théories générales de ce qu'est la démocratie, etc. On peut écrire longtemps là-dessus. Moi, je l'ai fait beaucoup. Mais on a voulu en fait avoir une approche plus pratique et tenir compte de la réalité concrète des acteurs. Euh, à terme, à la fin d'un projet comme ça, on veut créer des rapports stables entre le milieu de la recherche et le milieu de la pratique judiciaire, le monde de la justice et le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité publique, les acteurs avec lesquels il est normal que nous, comme chercheurs, on ait des rapports.
Autrement, notamment en droit, vous savez que l'essentiel des recherches qu'on mène, ce sont des recherches de nature juridique. On s'intéresse à ce que la Cour suprême a décidé dans un cas, dans un autre. On peut discuter pendant des heures de concepts qui sont extrêmement, je dirais, abstraits, mais est-ce que ça change quelque chose? C'était quand même la question de base. Et donc, on a eu cette préoccupation-là pour faire une recherche de nature plus empirique et amener des juristes, des gens qui n'ont jamais fait ça avant, dans beaucoup de cas, de travailler avec nous. On est allé chercher les ressources où elles étaient au plan des compétences, comme Mokhtar plutôt en statistique, ou Desio en matière d'analyse économique. On a des gens en communication, on a des gens en ergonomie de site, on a des spécialistes des sciences de l'éducation. Enfin, on est allé chercher des ressources, des fois hors de la fac, pour les amener à s'intéresser eux aussi à la justice. Pas que ce soit seulement l'affaire des juristes, ce qui, je pense, est toujours une erreur. On le sait que la santé est plus importante que ce qu'en disent les médecins. C'est un peu la même chose. Donc, des juristes et des non-juristes qui vont apprendre à travailler sur des objets auxquels ils avaient pas pensé jusqu'ici. Je parle pour les non-juristes et pour les juristes avec des méthodes auxquelles ils n'avaient jamais pensé se frotter non plus. Et dans ce sens-là, un certain mélange des genres là, qui ben, c'est assez jubilatoire. On s'amuse beaucoup dans cette équipe-là. On veut, dans ce projet-là, développer des innovations au plan pratique. C'est un objectif qu'on poursuit. Et beaucoup de projets, en fait, sont fondés sur des projets pilotes. On teste quelque chose, on vérifie quelque chose. Cette semaine, j'étais au plumitif, on travaille sur le plumitif, j'étais au palais de justice. On regardait comment les gens utilisent le plumitif, comment ils réussissent à tirer quelque chose de ça ou pas. Des praticiens, mais aussi des personnes qui arrivent et qui veulent savoir dans quelle salle ça procède. Là. Et puis à qui on dit finalement sur un écran, hein, c'est en DOS, là, puis c'est vraiment, c'est quasiment en langage machine, là, sur un 3270, qui ont seulement 5 minutes pour se retrouver dans le plumitif. C'est un truc incroyable. Les avocats qui nous disent oui, je ne comprenais rien, ça m'a pris 7 ans, mais finalement, je sais comment il marche maintenant, le plumitif. C'est-à-dire qu'on va tester les choses avec eux en modifiant l'interface et voir après, comment ils réagissent après. Il va y avoir des tests utilisateurs, etc. Donc, beaucoup de projets pilotes où on change vraiment quelque chose, mais on regarde si ça marche. Et si ça marche, dans une certaine juridiction, ça marchera ailleurs. Si on réussit à avoir de la justice sans papier au tribunal là, des professions, puis qu'on réussit à avoir une séquence complète au plan procédural, où il n'y a pas de papier jamais qui s'échange, ben, ça prouve que c'est possible. Ça aussi, on découvre ça quand je suis retourné au palais de justice, justement, dans les greffes. D'habitude, je m'en vais sur les étages, de rencontrer les juges. Mais quand on revient au premier étage, au troisième étage, on tombe dans le greffe, là, la quantité de papier qui se promène là sur des machines à roulettes, c'est extraordinaire. Ça vaut un film. Et on est au 19e siècle. Alors, si on réussit à fonctionner sans papier au tribunal des professions, pour l'ensemble de la séquence d'un certain nombre de dossiers, on veut dire qu'on aura développé les outils qui rendent ça possible dans toutes les autres juridictions. Et ça va être comme ça pour l'expertise judiciaire, ça va être comme ça sur la formation des élèves au secondaire en droit, dans les écoles où on va tester des outils pédagogiques qui pourront être utilisés par tous les autres profs, s'ils sont bons. Okay? Je ne parle pas des profs, évidemment, ils sont tous bons, mais les outils. Alors, c'est un peu notre préoccupation d'avoir des recherches qui sont fondées sur le développement d'innovation. On veut augmenter le volume de recherche en justice, il n'y en a pas tellement. Longtemps, les seules recherches ou enquêtes qui étaient faites sur des questions de justice étaient faites au CRDP. C'est moi qui les faisais en définitive. Là, on veut qu'il y en ait plus qui travaillent là-dessus, puis y avoir une relève éventuellement dans ce secteur-là. Ce qui fait finalement qu'avec si on fait de Mokhtar et moi, là, qui sommes deux ancêtres, tout le reste, c'est tous des profs beaucoup plus jeunes que nous, là, des types comme Desio, là. Et puis d'autres qui ont 40 ans, 39 ans, 32, 33, là, ils sont là pour un bout. Et puis, ce qu'ils vont apprendre à faire, ils vont pouvoir le faire pendant un bout. Et je pense que ça stabilisera les rapports entre le monde de justice et le monde universitaire. Bon, j'ai assez parlé, je vais parler encore un peu, puis après ça, je passe la parole à Mokhtar. On a 3 axes de recherche. On s'intéresse à l'accès à la justice et il y a 3 dimensions là-dedans et je ne développerai pas beaucoup parce que ça parle un peu de soi. La question de la connaissance et de la compétence que les justiciables ont du droit et du système de justice lui-même, mais à la limite, c'est l'inverse est vrai aussi, c'est la compétence, la connaissance que les praticiens peut-être ont de la réalité sociale de leurs propres clients. Il y a la question de la légitimité de l'institution. Personne n'ira en justice si on ne croit pas que les juges, par exemple, sont impartiaux ou si on pense que les décisions ne sont pas justes. Donc, la légitimité de l'institution est un facteur central dans le fait d'y aller, d'y recourir et d'avoir une expérience positive en justice. Il faut d'abord avoir l'intention de s'y rendre. Et finalement, toutes les pratiques qui sont des pratiques très concrètes des praticiens, comment ça se fait dans la réalité, et des juges aussi.
DSO, quand il travaille sur le comportement des juges, travaille en fait sur la pratique de l'activité judiciaire des juges. Et c'est comme ça, en travaillant concrètement là-dessus, qu'on peut éventuellement modifier un certain nombre de ces pratiques. Mais pour ça, il faut y aller avec des données, il faut mesurer ce qui se fait, puis il faut essayer de tirer des conclusions qui se tiennent. C'est très important de comprendre que dans le système juridique, l'essentiel des réformes sont fondées sur des données non avérées. En général, la rumeur urbaine sert de fondement à beaucoup des modifications du Code de procédure civile en 2003, par exemple. Et puis, ces modifications-là sont révélées sans effet. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas construites sur une connaissance de la réalité vraiment mesurable, observable. On était certain d'un certain nombre de choses. On a modifié le code avec ces certitudes-là, sans les avoir toujours vérifiées. C'est vrai pour beaucoup d'autres modifications législatives, en fait, qui ne touchent pas seulement à la justice, mais beaucoup de champs de l'activité sociale. Platement, je dirais souvent, on modifie la loi pour corriger les problèmes créés par la loi. Alors évidemment, on comprend qu'à ce moment-là, on est dans un système qui se construit un peu lui-même et qui, dans le fond, crée autant de problèmes qu'il en règle et cherche à régler juridiquement des problèmes créés juridiquement. Je ne veux pas dire qu'il ne doit pas y avoir de loi, mais que c'est mieux de régler des problèmes réels avec des solutions qui marchent. Et je pense que ça fait partie un peu de l'approche aussi qu'on essaie de développer, nous, dans notre projet. Donc, dans les axes, pour chacun des axes, il y a un certain nombre de chantiers. Je ne les décrirai pas dans le détail, vous avez ça dans le site adage.ca. Et il y en a 20 pour l'instant, et qui sont rattachés à chacun des axes, principalement. En fait, tout est dans tout, mais on a quand même fait un effort de rationalisation thématique de notre travail. Les besoins pour chacun de ces chantiers-là, en statistique, sont différents d'un chantier à l'autre, mais il n'y a pas un chantier qui n'a pas besoin de données statistiques. Et le problème, c'est de trouver les données dont on a besoin. Dans beaucoup de cas, c'est difficilement accessible. Le ministère ne laisse pas circuler facilement ces données, mais j'ai vu que c'était la même chose en Italie. Et donc, cette difficulté-là d'accès, ben, parfois, fait que nous, comme chercheurs, on n'arrive pas à pouvoir documenter des phénomènes. Donc, on peut observer, là, mais qu'on n'est pas capable nécessairement, à moins de créer nous-mêmes nos propres données, d'analyser d'une façon empirique. Alors, chaque chantier a besoin des besoins de statistiques, des besoins différents. Et c'est à cause de ces besoins différents, et pour ça, mettre finalement notre axe à nous, qui est des axes où je suis, là, parce qu'en même temps, je dirige un petit peu le projet lui-même. Mais il y a un chantier spécifique sur la statistique. Et ce chantier statistique est en fait au service de tous les autres, le fameux chantier 7 qu'on voit ici. Ce chantier, c'est le chantier sur lequel Mokhtar et moi planchons. C'est Mokhtar qui dirige ce chantier. Et en fait, on est en mesure, on doit, à la fin de notre programme de recherche, avoir été en mesure d'aider tous les chantiers qui ont besoin de données statistiques sur l'aspect qu'ils étudient dans la pratique judiciaire ou dans la pratique juridique. Bon, on a quand même fait un certain nombre de choses, notamment un inventaire bibliographique des indicateurs, notamment de ceux qui sont utilisés là, par l'OCDE ou ici par la Commission européenne sur l'efficacité et l'accès à la justice, une commission qui existe et puis qui produit des rapports régulièrement. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'ils font? Il faut quand même voir qu'ils gèrent la statistique de beaucoup de pays et ils le font sur une base comparative. Ça a pris 10 ans avant de réussir à homogénéiser et harmoniser les données pour les comparer, mais ils y sont à peu près parvenus. Ça touche toutes sortes d'aspects, l'utilisation des TIC dans le système judiciaire, par exemple, les questions de délai, là, qui sont toujours les faits emblématiques, ceux sur lesquels les journalistes tombent à bras raccourcis. Alors, eux, ils sont équipés d'indicateurs, et c'était très compliqué parce que là, on est avec des États, hein, qui chacun est souverain. Chacun considère que la donnée lui appartient. Chacun considère qu'il doit faire la statistique qu'il veut faire. Alors, de réussir à concerter tous ces États-là, à l'intérieur de l'Union européenne pour obtenir des données comparatives. Si c'est possible dans leur cas, peut-être que ce serait possible pour nous, au moins d'une cour à l'autre, disons. Ça serait déjà un début. Et puis, bon, un des projets qu'on a, c'est Synergie, c'est le développement de cette espèce de labo où on pourrait stocker les données, travailler à l'harmonisation, définir des indicateurs communs, etc. et se mettre au service aussi à la fois du monde universitaire, mais des partenaires aussi, qui eux-mêmes ont besoin parfois d'analyse sur des données qu'ils ont, mais qu'ils n'ont pas nécessairement les ressources pour en faire l'analyse. Ça arrive très souvent. Beaucoup de ministères ont plus de données que ce qu'ils ont de ressources pour faire l'analyse de ces données. Ça nous est arrivé souvent chez la Commission monnaie des normes de travail. Eux, ils ont des données et ils ne savent pas quoi faire avec. Si on veut les étudier, ils vont être ravis de nous laisser travailler dans leurs données. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les ressources pour faire l'analyse. Puis apparemment, leurs données sont bien. Alors, il y a quelque chose à faire autour de ces corpus-là, mais
la question, c'est de savoir comment y avoir accès, et on est là-dessus, nous, comme beaucoup d'autres. Alors, plus tard, bon, il y a les projets de doctorat, le dépôt du projet Synergie. On a déposé un projet qui va être financé, certainement, ou qui sera peut-être financé par le FCI, juste pour s'équiper un peu et avoir les installations qui permettent de conserver des données d'une façon confidentielle, là, avec toutes les garanties d'anonymat et puis finalement le repérage précis des usagers de ces données, de manière à ce que ceux qui ont besoin que ces analyses-là soient faites soient certains que ça va être fait dans des conditions qui correspondent à leurs exigences à eux. Le ministère, par exemple, ne veut pas, ou le ministère de la Sécurité publique ne veut pas nécessairement que ces données sortent de n'importe quelle façon ou n'importe où. Puis c'est la même chose que le ministère de la Justice. Notamment parce que toutes ces données-là sont toujours réinterprétées par la presse. Alors évidemment, il y a des exigences auxquelles on est nécessairement obligé de se plier pour pouvoir éventuellement travailler sur ces données-là et on établira au coup par coup les besoins, les exigences qui viennent avec les données qui pourraient nous être confiées à l'analyse. Donc, on établira des conventions de recherche dans chaque cas avec les institutions qui ont un intérêt à avoir fait une certaine recherche sur leurs données, des recherches que souvent, comme je dis, ils n'ont pas le moyen de mener eux-mêmes, alors qu'ils ont besoin des analyses qu'on pourrait faire pour eux avec les étudiants qui, là-dedans, se formeraient en fait à ce domaine-là de recherche. On a quand même produit un rapport de recherche. C'est un peu sur ces résultats-là que la présentation de Mokhtar est construite. On est en train de rédiger un texte pour un collectif en anglais au Canada sur les questions de Matrix et on aura au moins une contribution québécoise dans cet ouvrage collectif-là. On est un peu absent, j'indique ça au plan canadien, là. Je ne vais pas trop m'étendre sur mon canadianisme, ça vous étonnerait ce que je dirais. Mais je veux dire qu'au Canada, on est à peu près absent des grandes discussions actuellement sur la réforme de la justice civile et familiale. Il y a des Québécois qui y vont, etc., mais ils ne sont pas tellement au courant de ce qu'on fait. Bon, là, j'ai reçu cette semaine une lettre du juge Cromwell qui préside ce comité-là en disant, grosso modo, en tout cas, là, ils nous ont inclus dans la boucle. Donc, on va peut-être pouvoir à ce moment-là. On travaillait déjà avec les collègues du Canada anglais. Là, hein. Mais on n'est pas toujours très visibles, nous, les Québécois, au plan canadien. Et là, bon, on essaie de se faire une place un peu là-dedans, mais on n'a pas trop de difficultés parce que, bizarrement, on est plus avancé qu'eux sur beaucoup d'aspects. Donc, je ne dirais pas qu'ils ont bien besoin de nous, mais je dirais qu'ils ont très besoin de nous. Ce serait plutôt ça. Et donc, il y a quelque chose à faire avec eux. On n'avait pas, a priori, nous, c'est le cas québécois, hein, parce que l'administration de la justice est provinciale, c'est leur cas aussi. Quand on travaille avec eux, une seule chose qui nous rassure, c'est que leur statistique n'est pas nécessairement plus sûre que la nôtre. Mais je ne sais pas si ça doit nous rassurer. Moi, j'espérais toujours qu'on tombe sur une province qu'eux, ils avaient vraiment réussi à réformer leur système statistique, leur système d'information, puis que la donnée était fiable, puis qu'il y avait des procédures précises pour la mesure, puis ils formaient le monde qui apprennent et tout, tu sais. Mais finalement, non, apparemment, il n'y a pas une seule province qui a actuellement une donnée statistique, en tout cas, qui est satisfaisante. Ça nous a rassurés. On a dit, ben, on n'est pas pire que les autres. Mais si on en avait trouvé une, ben, peut-être que ça nous aurait servi de modèle pour nos propres travaux. Maintenant, il y a quand même d'autres juridictions qui s'en donnent. Les Américains ont d'excellentes statistiques judiciaires. La France, c'est pas trop mal. Il y a certainement moyen de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Bon, une conférence, etc., que j'ai donnée, moi, à Ottawa. Bon, c'est le genre de choses qu'on fait. Ça, c'est le genre de réunion qu'on a tenue. C'est un petit inventaire, juste pour vous dire qu'on ne perd pas notre temps, passe notre vie en réunion. Mais à chaque fois, on avance un peu. Okay, avec les partenaires, qui sont ceux qui, en fait, ont intérêt peut-être à ce que ces travaux-là soient menés. Ce qu'on va vous présenter, c'est les premiers résultats de ce chantier-là. C'est Mokhtar qui est à la manœuvre sur ce parti. OK. Alors, merci Pierre pour cette belle introduction assez vivante. Ben là, fallait les réveiller. Ah bon? Donc moi, c'est Mokhtar Lamari. Je suis professeur à l'École nationale d'administration publique. C'est une université qui fonctionne beaucoup avec les fonctionnaires. C'est une université qui est liée au réseau des universités de Québec. Donc, on n'est pas parmi les grands, là, UDM, McGill, etc. Ce qu'on fait chez nous, et c'est dans ce cadre-là que j'ai rejoint l'équipe de Pierre, on mesure la performance. On s'intéresse beaucoup à ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On essaie de faire des démonstrations basées sur des chiffres, sur des métriques, pour éclairer la décision, pour éviter que les ministères, que les élus, que le gouvernement ne gèrent pas à l'aveuglette.
C'est un peu le cœur du démarrage du chantier 7. Ce qu'on enseigne en management public et en gouvernance porte sur des principes simples. L'un de ces principes-là est un principe neurologique. Si on ne peut pas mesurer un phénomène, on ne peut pas le gérer. Pour faire vos courses, faire votre épicerie, ça va de soi que votre cerveau va plus vite que vous combien ça coûte et qu'est-ce que vous avez prévu comme budget. Donc c'est la neuroscience qui nous dit si on ne peut pas mesurer, on ne peut pas gérer, on ne peut pas gouverner. Le vérificateur général le dit aussi, il le répète. Quasiment chaque année, il ramasse le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Justice, et pas seulement. Pourquoi? Vous ne mesurez pas vos performances, vous êtes plus coûteux, vous ne faites pas satisfaction, et donc on est dans une société de mesure de performance, de reddition de comptes, et on se dit, devant nous, peut-être éclairer, caractériser, faire un peu un portrait croisé et dynamique du système de la justice. Mais ce n'est pas une tâche facile. Einstein nous disait, pas tout ce qui se compte, compte, et pas tout ce qui compte, se compte. C'est des fois, les choses qui ont de l'importance sont difficiles à compter. Et donc, nous, il a fallu donc asseoir cette charpente-là dans le système de la justice. Donc, que devons-nous mesurer? Qu'est-ce qu'une métrique? Où la trouver? Dans un désert d'informations parfois, ou dans une rareté d'informations, et comment l'opérationnaliser par une collecte de données, par des indicateurs, et qui dit indicateur, dit toujours proxy. Il n'y a pas des indicateurs parfaits. Il va falloir donc jongler pour corriger, standardiser, harmoniser, mettre à jour, parce que sinon... Donc c'est de ça que je vais parler avant de présenter les résultats. Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui est effectivement mesurable dans le système de la justice? C'est un système qui constitue une espèce de boîte noire. Il y a des intrants qui rentrent, il y a une machine qui tourne, il y a des extrants qui sortent, et là, que mesurer? Comment les pays de l'OCDE ont procédé dans ce cadre-là pour mesurer, quantifier? La question du coût, c'est une question fondamentalement économique pour une justice qui est fondamentalement un bien public. Ça, c'est vraiment la théorie économique. Minimiser les coûts, et c'est des questions majeures pour les sociétés de nos jours. Quelles sont les meilleures pratiques? Quels sont les indicateurs qui permettent de faire des proxys, des approximations? On n'est pas dans une science exacte, on est dans le proxy et dans l'étalonnage et le benchmarking. Un système efficace, c'est un système qui donne le meilleur rapport entre ses intrants et ses extrants. Par exemple, ici, et c'est des questions qui intéressent énormément Pierre et l'équipe, la célérité des décisions judiciaires, les délais, les lenteurs, les stocks et les flux. Est-ce que, je dirais, on accumule du stock des affaires pendantes et parce que notre sortie ne livre pas assez? Donc, il y a des questions que le vérificateur a posées et que, aujourd'hui, sont dans les journaux, Jordan, etc. Il y a d'autres qui regardent, comme tout à l'heure la présentation de notre collègue, le système peut être vu comme une offre et une demande. Je veux dire, c'est des services rendus, un personnel mobilisé, mais il y a une demande du système pour des procès, etc., des choses à régler. Il y a des organismes qui ont classé ces indicateurs en termes d'efficacité. Être efficace, c'est
répondre à l'objectif, la qualité des services de justice, la transparence, la reddition de comptes, donc les chiffres qui sortent et qui mesurent qu'est-ce qui bouge dans le système, l'accessibilité, l'indépendance. Donc c'est ambitieux et notre objectif était d'essayer de documenter chacun de ces construits conceptuels pour commencer. Donc voilà un peu les métaphores qui nous aident un tout petit peu à situer qu'est-ce que c'est qu'un indicateur. C'est une métrique, c'est un indice, c'est un chiffre, mais qui derrière, il y a une variable et il y a un construit. Donc ce construit, il faut l'atterrir pour l'opérationnaliser. Des fois, un concept peut atterrir par différents indicateurs. Chacun le regarde dans son... et là, évidemment, on était surpris par, je dirais, le grand nombre d'indicateurs, mais des fois qui ne sont pas tous comparables. Donc, notre grille d'analyse, c'est une grille simple, intrant, extrant, outcome. Les outcomes, c'est les effets long terme, et c'est ceux-là qui sont les plus compliqués. Vous l'avez dit ce matin, ça a été répété, la donnée peut avoir différents niveaux, micro, macro, méta, on observe qui, quoi, où se trouve la source, mais dans les faits, ce qui nous intéresse, c'est de la donnée, et idéalement la plus proche de l'acteur et la plus micro possible pour pouvoir la malaxer, la torturer et en sortir en quelque sorte des évidences ou des façons pour améliorer le système. Étalonner, mais ça ne peut pas se faire. Le Québec, c'est une juridiction provinciale, donc il faut standardiser, il faut peut-être pondérer par le fédéral, le provincial. Évidemment, les systèmes de la justice sont fondamentalement contrastés de par le monde, si on se compare au pays de l'OCDE, donc les common law et les droits civiques. Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai découvert ça à mesure qu'on progresse là-dessus. Comment se compare-t-on? Comment pouvons-nous nous évaluer en regardant les autres? Donc, c'est une façon d'évaluer par les indicateurs, mais c'est en faisant du benchmarking, en faisant de l'étalonnage. Si tu veux ajouter des choses, n'hésite pas. Comment on a cherché ça? C'est une approche, je dirais, de revue systématique pour ceux qui ont fait des mots-clés, des critères d'inclusion, des critères d'exclusion, des moteurs de recherche privilégiés, une langue et des périodes. Donc, c'est un peu les balises qui nous ont fait tourner la recherche pour mesurer, évidemment, les intrants, souvent, c'est des hommes et des femmes, des juges, des avocats, du personnel, les finances, l'argent, comment il circule, les budgets de l'État. Les extrants, c'est le nombre de cas arbitrés, les litiges, les délais, etc. Qu'est-ce qui bouge? Les outcomes, c'est souvent des mesures d'impact et qui, malheureusement, ne se prêtent pas à la mesure d'une façon simple parce que après un procès et une période, je dirais, de prison, qu'est-ce que ça change chez la personne? Souvent, c'est difficile là. Donc, on mesure ces outcomes-là par la satisfaction jusque-là. Et c'est un peu ce que font le monde. Alors, je vais passer rapidement sur les indicateurs et en insistant un peu sur la performance du Québec, son écart par rapport à la moyenne, et peut-être en soulignant les champions ou les bons et les moins bons. Au regard de l'intrant budget public annuel alloué à l'aide juridique par habitant, le Québec fait à peu près, en moyenne, 18 $ par tête de PIB, par capita. On peut multiplier par 10 millions et vous trouvez le budget global là-dessus. On est proche de la moyenne. C'est un système qui je dirais, qui se comparent de façon équivalente, même s'il y a des pays qui font largement mieux, font probablement le double
on pense à la Suède, les Pays-Bas. La France fait beaucoup moins. Alors, c'est un premier constat. Alors, il est à relativiser, surtout. Plusieurs facteurs. Par exemple, les honoraires des avocats. Si les honoraires des avocats sont moins élevés dans certains pays, peut-être que l'aide juridique devient moins une nécessité. Ça, c'est un exemple du genre de truc qu'il faut contrôler a posteriori. La mesure elle-même n'est pas toujours parlante. Et donc, à chaque fois, il faut se poser la question, qu'est-ce qui peut expliquer certains de ces chiffres-là? Et d'ailleurs, ce qui est le plus important, je dirais, ou le plus intéressant au plan d'analyse statistique de l'activité de justice, c'est qu'il y a généralement d'assez bonnes raisons pour expliquer qu'est-ce qu'un chiffre plutôt qu'un autre, mais pour ça, ça le prend. Et donc, ça prend déjà. Et puis, pourquoi est-ce qu'un district, par exemple, judiciaire a des délais plus longs en matière civile, on va etc., ou une autre? Ça peut jouer pour toutes sortes de raisons qui sont des voies très valables. Et on ne peut pas donner ces raisons-là ou y penser si on n'a même pas la donnée de base. Et c'est ce qu'on essaie de faire, nous. On a standardisé par rapport à la valeur du dollar, donc on a fait des corrections le mieux qu'on peut, mais c'est toujours des indicateurs pertinents, intéressants, mais à relativiser. Moi, j'ajouterais un autre élément de standardisation, c'est le niveau de vie ou l'état de la répartition de la richesse. Un autre paramètre, quel est le montant moyen par dossier où l'aide juridique a fait son apport. Donc, en moyenne, ce qu'on trouve que le Québec, c'est à peu près 661 $. Il est en dessous de la moyenne générale. Cette donnée, elle est difficile à obtenir, mais on voit, on a corrigé par rapport à la valeur du dollar. Donc, l'écart n'est pas lié à la disparité dollar, par exemple, euro. Donc, vous voyez que c'est un élément aussi à relativiser par rapport au système et par rapport au niveau de vie. En contrepartie, une comparaison interprovinciale là-dessus serait intéressante. Elle est tout à fait possible. Ça, on voit qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas donc pour lesquels on n'a pas d'informations sur le budget de l'aide juridique, mais cette donnée-là est accessible dans toutes les provinces. Donc, il y a possibilité pour des données qui sont même pas, qui sont des données qui sont dans l'espace public, il y a la possibilité de construire des comparaisons interprovinciales et puis de comprendre peut-être mieux les caractéristiques de notre système. Le nombre d'avocats. Donc là aussi, on est toujours dans les intrants, mais des intrants plus stratégiques. Nombre d'avocats, nombre de juges, le rapport de ces deux indicateurs par rapport à eux-mêmes et par rapport à la population. De manière générale, le Québec, pour 100 000 habitants, dispose de 306, une moyenne, avocats. Grosso modo, vous me corrigerez ceux qui connaissent le système, mais au vu de cet indicateur, on aurait à peu près 31 000 avocats inscrits. C'est 26 000 Maintenant, c'est intéressant cette donnée-là, parce qu'on sait en même temps, comme par exemple, vous comparez le Québec à la France. On a pratiquement 3 fois plus d'avocats per capita que la France. Et nos délais de cours sont 2 fois plus longs. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Mais il faut savoir que la moitié à peu près des avocats ne pratiquent pas, en fait, dans le sens traditionnel du terme. En conséquence de quoi, si on en tient compte, peut-être ceci explique cela. Et certains disent que pour cette raison, on a peut-être trop d'avocats. Ça dépend si on pense que dans un état de droit, il peut y avoir trop d'avocats. Dans la fonction publique, on a beaucoup qui sont avocats, mais qui ne sont pas inscrits comme tels. Donc aussi, il y a les juristes aussi qui ne sont pas inscrits. Alors, j'indique tout ça parce que c'est pas tellement la donnée, ne vaut pas toujours par elle-même, mais elle nous oblige à réfléchir à la situation dans laquelle on est, ou dans la situation dans laquelle la profession ici d'avocat se trouve. Et c'est d'abord à ça que ça sert. Et ça commence à devenir intéressant quand on peut le faire avec des États qui peuvent nous comparer ou des juridictions comparables. Donc, vous voyez, on n'a pas la donnée canadienne parce qu'il faut la prendre province par province, mais ça aussi, ça peut faire facilement l'objet d'un étalonnage interprovincial. Pour les juges, on a 11 juges pour 100 000. Donc, si on fait le compte, un millier, n'est-ce pas? Un peu moins, un peu plus?
dépend qui on met dans les, ça dépend qui on met dans les juges. Ça, c'est toujours la difficulté, parce que là, je vois les gens du TAC. Est-ce qu'on met ou pas les décideurs administratifs indépendants? Si on les met, ben, on retrouve dans cette proportion-là. Si on prend que les juges de la Cour du Québec et de la Cour supérieure et les quelques juges de la Cour d'appel, là, on est plutôt autour de ça sera plutôt 6 que 11 d'une certaine façon. Et donc, là, nous, on les a inclus, mais lorsqu'on veut se comparer à d'autres, il faut voir si eux incluent ou pas ces juges qu'on appelle administratifs dans la statistique. Et donc, ça dépend de la fonction juridictionnelle qui est assumée ou pas par les décideurs de ce profil-là. On parlait tout à l'heure, par exemple, des juges du travail, comme par exemple, le comité sur le travail sur les juges du travail en Italie, on va travailler là-dessus. Nous, on en a aussi des juges du travail. Au TAT, on a des juges du travail. C'est juste que nous, ce sont des juges administratifs, alors que dans certaines juridictions, dans certains pays, ce sont des juges dans les tribunaux judiciaires. Donc, il faut tenir compte à chaque fois de ces questions-là. Mais c'est absolument faisable. C'est pas un truc impensable. C'est tout à fait faisable. Je suis pas en train d'expliquer pourquoi c'est difficile, mais c'est tout à fait envisageable. Donc, au regard de la moyenne, c'est un sous-effectif en juge relatif, 11 versus 16 en moyenne pour 100 000, et une certaine présence d'avocats qui dépasserait la moyenne de quasiment 40% à peu près. Si on regarde le nombre d'avocats par juge pour 100 000 habitants, c'est intéressant. Donc, toujours le premier indicateur que vous voyez en haut, c'est celui qui se trouve à votre gauche pour faciliter l'interprétation, la lecture. Et le nombre de personnels, enfin les effectifs ministériels liés à ça. Donc, ce qu'on voit, c'est à peu près 28 avocats par juge, en moyenne. Évidemment, on parle toujours d'une règle de moyenne. Et on voit que cette moyenne, elle est relativement plus élevée qu'ailleurs en termes de rapport avocat par juge, sauf quelques, je dirais, données extrêmes. L'Irlande, une situation un peu cas particulier. C'est un outlier particulier, donc pour ceux qui s'intéressent, on peut commenter. Mais au niveau de la moyenne, on voit que par rapport à ces deux indicateurs, le Québec fait plus que la moyenne. En même temps, ça aussi, il faut tenir compte de, par exemple, quand on parle des personnels du ministère, ça inclut évidemment le personnel, mettons, des palais de justice. Or, il y a 59 palais de justice, je crois, au Québec. Pourquoi? Parce que c'est une société où la densité de population n'est pas nécessairement toujours importante partout. Pays qui est peu de population pour un territoire assez vaste. En conséquence de quoi, il y a plus de palais de justice parfois qu'on est obligé d'avoir dans des lieux qui sont moins habités. Et ça, dans ces palais de justice-là, ça prend du monde. C'est clair que ça prend du personnel, ça prend des greffes, ça prend des secrétaires. Et donc, ça fait partie des caractéristiques. Autrement, on pourrait dire, ben là, je sais pas, là, comment est-ce qu'on n'est pas capable, nous, de faire fonctionner notre ministère de la Justice avec moins de personnel. C'est comment ça qu'on paye tellement plus de monde au ministère de la Justice au Québec. L'un de nos... Mais peut-être qu'il y a des explications qui sont de cette nature-là. On espère pouvoir géomatiser ces effectifs pour le Canada. C'est un peu nos projets. Maintenant, au niveau donc des extrants, la durée, la question de la durée qui est complexe, sensible, et on donne des proxys là-dessus. La durée d'un litige de première instance, c'est en bleu. Vous voyez que, je dirais, c'est à peu près 382 jours. Si on met ça en journée ouvrable, c'est quasiment une année et demie, un peu. Je crois qu'ici, c'est litige civil. Oui. Litige seconde instance. Donc, par rapport à ces performances-là, on voit que, je dirais, la durée, mais c'est à interpréter avec beaucoup de prudence concernant un peu les spécificités, c'est des durées légèrement plus longues que la moyenne. Pour première instance, seconde instance et la plus haute instance. Alors, indiquez que si vous voulez aller en appel au Luxembourg, pensez-y 2 fois, là, parce que ça prend un bout avant de passer. Taux d'affaires pénales tranché en première instance. Donc,
Et là, on revient au flux. Donc, on parlait stock-flux. C'est à peu près 100% pour le Québec. Donc, ce qui rentre, il est arbitré. Mais c'est le lag qui traîne. Et c'est ça qui fait que le système peut paraître comme plus lent. Vas-y. On en a parlé récemment. Si on regarde ce ratio-là, ça veut dire qu'il y a à peu près autant d'actes d'accusation qui sont émis dans une année, grosso modo, que de décisions qui sont prises en matière criminelle et pénale. Ça veut dire qu'en fait, le ratio est 1. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a du retard? Ben, c'est le case-load, c'est le backlog, c'est tout ce qui a été accumulé à certains moments où, par exemple, il manquait de juge, ou à certains moments Ça où continue à manquer de juge. à certains moments où, par exemple, certaines causes plus importantes, plus lourdes, sont venues retarder, en fait, l'activité du tribunal et faire qu'à la fin, les causes s'accumulent. Et donc, en fait, c'est des causes accumulées, si on regarde uniquement ce ratio-là, beaucoup plus qu'un dysfonctionnement actuel, je dirais, en matière criminelle et pénale. C'est juste que les délais courants pour les dossiers qui sont encore ouverts, bien évidemment, on les traîne. Et ça, c'est un truc intéressant à voir, parce que peut-être que notre système est moins problématique qu'on le croit, en fait, quand on voit ça. On va un peu plus loin. En fait, on a choisi quelques indicateurs. On n'a pas présenté les 27 pour des raisons de... Je dirais, il va y avoir le rapport qui va être accessible. Au niveau de la confiance de la population envers le système judiciaire, donc c'est un indicateur d'impact, enfin d'outcomes, qui permet de voir par exemple que le niveau du Québec estimé, donc ça c'est les sondages de perception, d'appréciation, sur des échantillons représentatifs, mais c'est particulier. 59%, c'est en deçà de la moyenne de 64. Il y a d'autres systèmes, le Danemark excelle là-dessus, la Finlande, etc. Le Québec là-dessus a besoin... Oui, vas-y. Indiquer évidemment que ça dépend. Ça, c'est la mesure, je pense, c'est celle qui a été prise par le ministère de la Justice en 2015, je crois. Mais ça varie. Au Québec, on est entre généralement 50 et 60%. Ça dépend beaucoup du contexte. Par exemple, dans la période où il y avait la commission Charbonneau, les gens, eux, ne font pas la différence entre une commission d'enquête et puis un tribunal. La confiance dans les tribunaux avait augmenté jusqu'à presque 66%. Alors que généralement, au Québec, c'est plutôt autour de 50%. Et c'est comme ça depuis 25 ans. On va un peu plus loin. Une question relative au coût, je veux dire, à l'accessibilité, l'abordabilité de la justice. Malheureusement, on n'a pas une donnée sur le Québec là-dessus. Et donc là, c'est l'une des recommandations. C'est qu'il faudrait qu'on développe davantage d'informations sur ces paramètres, je dirais, liés aux perceptions d'impartialité, d'efficacité, de célérité qui méritent évidemment d'être initiées pour voir ce que pense le citoyen, enfin, le justiciable, je dirais, parce que c'est une mesure de performance du système. On ne peut pas continuer je dirais, à gérer de façon peut-être qui ne regarde pas le bénéficiaire. Donc une politique axée sur le justiciable comme celle qui est initiée récemment en santé, une politique axée sur le patient. Et ça, c'est un peu la tendance, je dirais, un peu partout dans tous les secteurs. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que d'un autre côté, le ministère de la Justice, par exemple, le plan de développement stratégique de 2006 déjà mettait le citoyen au centre de sa politique. Et c'est encore le cas, je pense, de la dernière politique, mais on a ajouté à ça les questions liées à l'efficacité du système et à la mesure. Et ça explique pourquoi il y a un comité maintenant qui a été établi sur la question de la gouvernance au sein du ministère. C'est parce que ça concorde avec les objectifs du nouveau plan de développement stratégique. Mais la question de la place et de la perception que les gens ont, de la satisfaction par rapport à l'expérience judiciaire, ça, on n'a pas beaucoup de données sur ces questions-là, en fait. En somme, évidemment, la donnée, le chiffre, c'est stratégique, c'est précieux. Ça aide à faire le portrait, à suivre la performance, à planifier surtout, à ventiler les ressources d'une façon la plus, je dirais, la plus efficace possible. Donc, diagnostiquer, suivre, comprendre, planifier, décider, évaluer, comparer, autant de
conditions je dirais, d'exigence qui nous permettent un peu d'avoir une idée, une appréciation globale sur la performance du système. Donc voilà, le rapport comporte 27 indicateurs. Le PowerPoint, je veux dire, développe aussi d'autres. Je reviens sur ces indicateurs en bas de l'acétate, parce qu'il n'y avait pas de graphique, on ne les a pas présentés. On ne dit pas acétate, on dit transparent. Excuse. Donc, transparent. Le niveau de connaissance de la population envers les services de l'aide juridique indique que le Québec, il accuse un léger retard par rapport à la moyenne. Aussi en termes de perception de la population envers l'équité des jugements, le pourcentage, il reste faible et je dirais significativement plus bas que la moyenne. Alors, si on se compare aux meilleurs, l'intérêt de ces éléments, c'est ce que ça nous permet de se comparer, de voir les bonnes pratiques et savoir où aller chercher les bonnes pratiques. Indiquer que si beaucoup de choses ne sont pas comparables d'un ordre juridique à l'autre, la confiance, ça, c'est comparable. C'est-à-dire que si on demande aux gens s'ils font confiance au système, qu'on pose la question de la même façon, ou s'ils font confiance au juge, c'est deux choses très différentes. En général, on fait davantage confiance au juge qu'au système. Alors, ça veut dire que c'est la figure du juge, c'est la locomotive du système. C'est un peu comme dans un parti politique. Lorsque le chef est plus populaire que le parti, ou est-ce que le parti est plus populaire que le chef, vous savez que ça détermine des stratégies de communication très différentes. Eh bien, c'est un peu la même chose. La figure du juge, c'est une figure qui est quand même valorisée socialement, et c'est elle, en fait, qui garantit quelque chose de la confiance dans le système. C'est les juges, en fait, qui sont la figure, je dirais, rassurante là-dedans. Il y a aussi une batterie d'indicateurs où on s'est limité à comparer le Canada versus le reste du monde. Donc, on les liste pour éventuellement les collègues de StatCan, le SIX et puis un peu les collègues spécialistes pour voir dans quelle mesure on développerait ces différents indicateurs. Tu as parlé tout à l'heure des technologies d'information et puis tu as parlé aussi de la culture papier. Donc, on a quand même des retards à combler. Des retards dans la pratique, mais des retards dans la connaissance aussi, sur la performance du système. On le fera ensemble, j'ai 10 suggestions de recommandations. Un, c'est les indicateurs liés à la performance, à l'impact, la confiance, la satisfaction, la connaissance et la perception des citoyens. Ça reste à développer des indicateurs dans ce secteur-là. Deuxième recommandation, la temporalité du service judiciaire, des processus. Les délais, les trajectoires. Il y a des opérations qui peuvent créer beaucoup et ça, on le sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui crée le plus d'impact sur les délais. Donc ça, c'est aussi une deuxième recommandation. L'autre, et puis là, c'est un peu ma préoccupation, on peut estimer avec plus ou moins de succès les coûts directs, mais on n'arrive pas aujourd'hui à mesurer les coûts indirects. Je veux dire, de la criminalité. On sait qu'il y a eu des dégâts, il y a des pertes matérielles, mais des fois, les coûts indirects sont plus importants que les coûts directs. Et ça, il y a plusieurs travaux qui le démontrent. Où est-ce qu'il est notre collègue? Il est encore là. La charge morte pour les économistes. Je veux dire, ces coûts indirects qui n'apparaissent pas sur les compteurs. Et là, c'est idéal. La collègue qui a présenté sur la violence ou le viol tout à l'heure, c'est des fois, on peut mesurer des choses qu'on voit, mais ce qu'on ne voit pas. Donc, les indicateurs TIC, on en a parlé. L'évaluation, le suivi évaluation, au regard je veux dire, des pratiques citoyens plaideurs sans avocat. C'est un phénomène qui est courant maintenant en matière civile, en matière criminelle aussi. Beaucoup de gens se présentent seuls ou se présentent seuls à la cour, en fait. C'est très compliqué à la fois pour les juges, c'est difficile pour les praticiens, c'est difficile pour les personnes qui se présentent seules aussi.
parce qu'ils travaillent, ils se présentent, c'est un champ de mine. Hein. Ils ne savent pas, en fait, sur quoi ça va porter là, la décision du juge. Ils croient que le rapport au juge peut être un rapport très personnalisé. Ils pensent que le juge est sympathique à leur cause, il va me comprendre, même si je suis tout seul, je suis mieux situé que l'avocat pour présenter ma situation. Après du coup, c'est moi qui l'ai vécu, le juge va être sympathique à ma cause, etc., etc. Il va voir que je suis une personne honnête. C'est ça, la considération du citoyen qui se présente ça à la cour, alors que finalement, le décideur, lui, il est prêt qu'à une norme, puis il faut qu'il l'applique. Et ça, c'est fait partie des coûts aussi indirects dont on parle. Une partie de ces coûts-là sont des coûts humains. C'est difficile de les mesurer, mais c'est mesurable. Là. Il s'agit qu'on se développe des indicateurs de ça. Il y a les coûts aussi qui sont les coûts personnels, c'est-à-dire qu'on appelle les frais extrajudiciaires. C'est le coût des avocats, c'est le coût des experts, c'est tous les coûts qui viennent des modes de signification. Là, quand on envoie un huissier porter une procédure, ben, il faut le payer, etc., etc. Tous ces coûts-là sont pas si analysés que ça. Qu'est-ce que vaut une journée à la cour, par exemple? Le juge Véry avait demandé de faire établir ça au ministère, puis ils avaient établi que dans un procès, mettons, en matière civile, une journée à la cour, ça coûte 10 000 ça, évidemment, là-dessus, c'est le salaire des juges. Non, c'est pas ça. Il y a les juges, il y a les avocats, il y a l'entretien, il y a l'immobilisation, la capitalisation sur les tapis, le nettoyage, la sécurité, le greffier, et puis tout ce qui tourne autour de la machine, en fait. Et le coût pour les gens qui sont présents qui sont là pendant une journée de leur salaire, si vous prenez ça rapidement, on en vient assez rapidement à ces coûts-là, là. À peu près 10 000 par jour. Donc, il faut se demander si ça vaut toujours la peine de la tenir cette journée. Du moins, c'est la question qu'on se pose de plus en plus, notamment chez ceux qui doivent administrer la justice. Parce qu'il y a cette notion qu'on appelle la bonne administration de la justice. C'est quoi? Ben, c'est qu'il ne faut pas que ça coûte un coût tel que ça devient disproportionné compte tenu de l'avantage que socialement on en tire. Et c'est assez difficile à pondérer, mais ça doit être réfléchi. Et c'est un peu le propos de la question de ce matin quand le collègue de StatCan présentait. Je veux dire, est-ce qu'il y a des variables économiques? Donc, me dit-on qu'il y a le revenu, mais on doit aller plus loin pour chiffrer ces différents impacts, ces différentes conséquences, ou au moins trouver des proxys pour permettre au système de les traduire en monnaie, en termes d'absentéisme, en termes de, je dirais, d'évitement parfois d'activités. Donc il y a quand même autre recommandation, le profilage des usagers, sans avoir le sens péjoratif du profilage, mais c'est un peu comprendre par rapport... Qui utilise le système de justice en définitive. Est-ce que c'est des hommes ou des femmes? Est-ce que c'est des institutions publiques ou des compagnies? On sait qu'en matière civile, à la Cour supérieure, c'est le greffier qui me disait ça il y a plusieurs années. C'est un chiffre finalement qui circule beaucoup, alors que c'est un chiffre complètement intuitif. Ça me fait rire des fois que ces données-là parlent tellement. Mais il dit, tu sais, 85% des causes qui sont ici à la Cour supérieure en matière civile touchent une compagnie, puis 75% deux compagnies. Ce que je veux dire, c'est que c'est des compagnies qui se poursuivent les unes les autres. C'est elles qui ont le moyen, en fait, de recourir au service de la justice, alors que tout ce qu'ils vont dépenser est déductible, en fait, de leurs revenus, de leurs profits. Et alors que pour des raisons qui tiennent à notre système fiscal, le fonctionnement du système est fondé sur l'impôt sur le revenu des particuliers, c'est les personnes individuelles, c'est nos taxes qui payent le système de justice. Mais comme vous savez, si 92% de notre fiscalité porte sur le revenu des particuliers, ça veut dire que des compagnies qui ne payent pas d'impôts utilisent le temps de la cour pour lequel nous on paye, alors que nous on n'a pas le moyen d'y aller. Et il y a quelque chose là-dedans qui rebute un peu le sens commun. Donc, autre recommandation, parité homme-femme dans les intrants, le personnel, les âges, je veux dire, la question de la relève, ça se prépare. Et si on n'a pas cette information régionalisée, monde rural, monde urbain, le système ne peut pas s'ajuster. Former et injecter une compétence, ça prend du temps. Et il faut le planifier. Autre recommandation, donc les talonnages interprovinciaux. Donc on a commencé avec les collègues de la Colombie-Britannique à développer, et donc je pense que pour 3 provinces,
Il y a des choses qui se font et qui sont parties. Comité d'experts afin d'appuyer la prise de décision, je dirais, et de conseiller la standardisation de des données, parce que c'est quand même sensible comme affaire et il va falloir s'assurer qu'il y ait un minimum de consensus, parce que la donnée, le choix de l'indicateur n'est pas neutre, ni politiquement, ni socialement, ni juridiquement. Le choix je veux dire, la perception d'une réalité avec une métrique dénote souvent d'une position préalable quant à la performance. Donc là, c'est la littérature qui le dit. Nous espérons aussi pouvoir, dans le cadre de Synergie, développer et publier périodiquement un compendium. On ne s'engage pas, mais c'est un objectif compendium d'indicateurs de la justice, histoire de faire le portrait, prendre un peu la température du système quant à ses performances comparées. Voilà, évidemment, ça, c'est des doléances, c'est pas simple. Il y a la propriété de la donnée, l'accessibilité de la donnée, la connectivité des données. Des fois, on a différentes bases de données, mais qui ne se parlent pas. L'identifiant unique n'existe pas. Les logiciels, je veux dire, il y a des choses que j'ai découvertes. Des fois, il y a même des bases de données qui sont dans des logiciels périmés, puis je n'arrive plus à recycler. Donc, des langages que plus personne est capable de lire. Et là, c'est un problème, parce que là, il y a une perte nette là-dedans. On va ramener des gens qui ont 75 ans, puis qui finalement sont capables de travailler en CPM+, là, le langage qui précédait DOS. Enfin, on comprend aussi que la donnée judiciaire, pénale, peut parfois être plus importante que la donnée de santé, en termes de portée et de sensibilité, je dirais, individuelle. C'est sûr qu'il faut des codes de sécurité, mais il ne faut pas que le processus devienne, je dirais, un handicap et qui... évidemment, c'est ce qu'on essaie un peu tu vas en parler, de synergie. C'est un peu ces éléments-là qui ont nourri un peu le projet de cette structure qu'on essaie de faire, mais qu'on ne peut pas faire seul, sans la collaboration de StatCan, des ministères, de toutes les structures de la statistique, parce qu'on espère pouvoir mettre, arrimer, harmoniser, gérer avec les collègues évidemment, dans cette structure-là, des données confidentielles venant du ministère, des tribunaux et des autres instances. Voilà, Synergie, à toi. OK. Alors, juste pour indiquer que pour ce qui est de l'accès aux données, le problème de justice, ou du moins la difficulté de mesurer l'activité de justice, n'est pas différente de la difficulté d'avoir accès aux données dans d'autres ministères. On a parlé avec Jean Poirier souvent. C'est pas plus facile ou toujours facile d'obtenir des données non plus du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il y a d'autres ministères avec lesquels c'est pas si facile parce qu'il y a une culture de collaboration qui s'est pas établie encore là, entre le milieu universitaire et puis ça prend un certain nombre je dirais, de conditions, de conventions, mais qui peuvent être absolument établies. C'est tout à fait faisable. Il s'agit de s'asseoir et puis de définir les façons de le faire plutôt que la question de savoir s'il faut le faire. Je pense qu'il faut que les ressources, dans une société comme la société québécoise, où il n'y a pas tellement de... On est comme on est, là, si on n'a pas le budget national, il est comme il est. Nos ressources seront toujours limitées. Alors que les universités travaillent de leur côté à partir des ressources qui sont données à l'éducation supérieure, puis que les ministères travaillent de leur bord, mettons, dans le domaine de la justice, sans qu'on puisse travailler ensemble. C'est une perte. Il faut vraiment être capable de mettre nos ressources ensemble. C'est comme ça que les compétences que l'université recèle, puis évidemment, les données que l'État lui-même génère de par sa propre activité ou de par l'activité de ceux qui travaillent au service de l'État. Il y a 10 ou 15 bonnes raisons de faire ça, et puis il doit y en avoir une ou deux mauvaises de ne pas le faire. En général, on s'enfarge dans les une ou deux mauvaises raisons de ne pas le faire, de sorte que ça traîne. Des fois, il faut dire, bon, faisons-le pour les 10 bonnes raisons de le faire, puis essayons de trouver des réponses ou problèmes que posent les 2-3 mauvaises raisons de ne pas le faire, parce qu'il y a généralement des réponses à tout ça. Bon, Synergie, c'est le projet qu'on a développé, pour lequel on a déposé une demande de FCI.
pour avoir des structures, une infrastructure en fait, là, qui nous permettrait nous de travailler avec des ordinateurs, avec des serveurs qui ne sont pas liés à Internet. Il y a un paquet de conditions en fait qui doivent rendre ça possible. Sur 2 sites, à l'Université de Montréal et puis à l'ENAP. Ce n'est pas une infrastructure très lourde, ça ne coûte pas beaucoup d'argent faire ça en définitive. Mais on n'avait pas ce qu'il fallait nous pour le faire. Et il fallait donc parce que ça fait partie des conditions de confiance à établir avec les représentants des ministères, avec les cours, les tribunaux, etc. C'est qu'on soit capable de garder les données dans les conditions de sécurité et puis de confidentialité qui sont normales et puis avec lesquelles on adhère. Ça prend au moins cette infrastructure-là, pas dire on le fera dans 5 ans quand vous nous direz que vous êtes intéressé à travailler avec nous, mais faisons-le tout de suite et puis on aura un endroit à ce moment-là pour travailler. Un endroit qui sera accessible aux partenaires et qui permettrait, nous, qu'on mette les étudiants au service de ces travaux-là. Alors, c'est une plateforme, en fait, de recherche. C'est du matériel, pour l'essentiel, mais qui permet de sécuriser les données, éventuellement, de faire que les étudiants peuvent s'impliquer à l'analyse auprès de nous. Et puis, des autres chercheurs d'adage, parce qu'en fait, on n'est pas les seuls. Il y a d'autres chantiers qui s'intéressent à la question de la stat, le chantier sur les coûts de la justice, justement, dont je parlais, où Desio est engagé également, où Chloé Leclerc se trouve également. Ce sont tous des gens qui peuvent contribuer à l'analyse des données, qui ont une spécialité dans ces domaines-là. Bon, notre objectif, c'est qu'on fasse des analyses et qu'éventuellement, on soit capable de diffuser ce qui peut être diffusable en s'entendant avec ceux qui nous confieraient les données à analyser. Quitte y aller très graduellement, commencer peut-être par les données des cours. Il y a beaucoup de cours qui veulent se faire aider dans l'analyse de leurs données. Moi, je travaille avec la Cour d'appel actuellement. La Cour du Québec est super intéressée à ça. Donc, on va commencer par là où ça peut se faire. À la Cour supérieure, on a des bons rapports avec le juge en chef, on verra. Mais on commencera là par les données auxquelles on aura accès, puis après ça, on ira graduellement. Maintenant, c'est vrai, quand on travaille sur les activités de la Cour, avec des indicateurs de la Cour, on n'est pas en train de structurer le système. Là. On a des structures. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, tribunal se crée sa propre statistique, ses propres indicateurs. Ah, c'est pas dans ce sens-là qu'il faudrait aller. Il faudrait plutôt aller dans le sens de partage des indicateurs, qu'on définisse les choses de la même façon, qu'on les mesure de la même façon, qu'on puisse comparer aussi les tribunaux, à ce moment-là, les cours les unes par rapport aux autres, en tenant compte des spécificités de chacune. On voudrait périodiquement diffuser des résultats quand c'est possible de le faire, avec évidemment la contribution, le partenariat de ceux qui ont ces données-là, je dirais, sous leur responsabilité. Donc, élaborer des portraits statistiques réguliers, faire des mesures évaluatives, des mesures de performance. En fait, finalement, aider les ministères, dans certains cas, à faire ce qu'ils n'ont pas toujours les ressources pour faire eux-mêmes. Et puis, dans le cadre d'entente qu'on prend avec eux, c'est la même chose pour les cours. Faire des analyses comparatives. On parlait tout à l'heure de la comparaison entre les différentes provinces. Et puis, éventuellement, travailler à l'explication, à la prédiction dans l'évolution du système de justice. Et puis, finalement, former des compétences dans ce domaine-là. Actuellement, la statistique judiciaire, il n'y a pas tellement de monde qui travaille là-dessus au Québec. Et même au plan canadien, sur le plan canadien, il n'y a pas tellement de monde non plus. On les connaît pratiquement tous parce qu'ils ne sont pas nombreux. Il faut développer des compétences là-dedans. Je pense qu'on est rendu avec des besoins là, qui sont importants. C'est triste que finalement, ça prenne des décisions comme Jordan pour se réveiller, maintenant, sur la question des délais, qui est une question à travers d'autres. Il faut être bien honnête, c'est loin d'être la seule question auquel il faut répondre dans notre système de justice. Mais des fois, ça prend ce genre de mouvement-là pour avancer. Au plan de la structure, c'est assez simple. Hein? Une assemblée de chercheurs qui est formée de ceux qui sont les artisans de ce labo-là. Un conseil de direction dans lequel participent ceux qui sont les principaux usagers de ces données, les principaux détenteurs de ces données. L'horizon, bon, l'objectif, c'est d'être financé par le Fonds canadien de l'innovation. Bon, notre demande a été déposée. Ce n'est pas des budgets effrayants. Comme je dis, c'est des budgets à peu près 1 million, 1,1 million pour cette infrastructure-là. Mais si on cherche des données comme ça dans un ministère, ça devient très compliqué à trouver. Alors, on prend les fonds de la recherche. Et c'est comme ça qu'Adage marche aussi. Pourquoi est-ce que Adage, ça fonctionne? C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de fonds à consacrer à la recherche
dans l'État, et puis dans la justice, c'est une fonction régalienne, hein, ça relève de l'État, mais il y en a en recherche. Donc, on va chercher l'argent où elle est, dans les fonds de recherche. La possibilité ne serait pas de convaincre le ministère de rendre les données disponibles dans le réseau canadien. Comme ça, vous auriez automatiquement les données disponibles dans 30 laboratoires partout au Canada pour les faire analyser d'affaires provinciales. On n'a pas d'inconvénient du tout à ça, mais là, on est loin de ça. Honnêtement, actuellement, là, rendre les données disponibles, c'est le gros mot. Là. Rendre les données disponibles, c'est des mots qui sont. Ça sonne fort, ça. Alors, on va y aller plus graduellement. Nous, on est prêt à travailler sur une base beaucoup plus artisanale, le temps, en fait, qu'une confiance se crée. Et qu'on établisse, en fait, les données pour lesquelles un accès public a du sens, puis celles pour lesquelles c'est plus problématique qu'il y en ait. On le fait quand même en matière criminelle. Jusqu'à quelle granularité on va. Ça s'était discuté tout à l'heure. Jusqu'à quel niveau de granularité on va dans la donnée, ou à quel niveau on agrège. Peut-être qu'à un certain niveau d'agrégation, tous les problèmes qu'on soulève souvent sur la sensibilité de la donnée deviennent moins importants et qu'à ce moment-là, on peut commencer à travailler sur des ensembles qui sont moins risqués pour ce qui est de l'atteinte, par exemple, à la confidentialité ou en tout cas à l'accès aux informations qui ont une dimension personnelle, etc. Cela étant, c'est un problème qui est particulier en justice. Vous savez, tous les dossiers sont accessibles pratiquement. Là. Vous pouvez, sauf si c'est en matière jeunesse, vous pouvez pratiquement mettre la main sur le dossier de qui que vous voulez quand vous allez au palais de justice. D'ailleurs, beaucoup de compagnies de crédit le font, compagnies d'assurance le font, etc. Ils se rendent au palais de justice, puis ils ramassent la donnée parce qu'elle est disponible actuellement. Donc, actuellement, la donnée est disponible, c'est juste qu'elle n'est pas agrégée. Mais puis surtout, elle n'est pas numérisée. C'est pour ça d'ailleurs qu'une des choses qu'on acquérait dans ce cas-ci, ce serait un scanner pour pouvoir éventuellement décider qu'on va scanner des données, on va les numériser, les dossiers judiciaires qui sont publics. Et puis, on pourra travailler à partir de ces données-là puisqu'ils n'ont pas été numérisés à l'origine. Mais bientôt, ce sera possible. Quand on aura numérisé l'ensemble de la trajectoire judiciaire et qu'on travaillera sans papier, là, du début jusqu'à la fin, avec des PDF dynamiques, je m'excuse, mais toutes ces données-là pourraient à ce moment-là être accessibles. Et là, il faudra voir comment on peut interroger ce type de matériaux. Mais pour l'instant, on n'est pas là. Et sans doute que si on voulait faire un travail un peu systématique, on serait obligé, en fait, de scanner l'ensemble des dossiers dans un certain secteur et interroger à partir de ça, avec les moyens du bord. Donc, on comprend que quand on fait ça, là, c'est vraiment de l'artisanat, hein, comme vous en faites aussi, là, mais c'est un peu de l'artisanat, mais c'est là qu'on est. C'est comme ça qu'on doit le penser pour l'instant. Alors, on pense que nous-mêmes, si on se donne cette structure-là, il faudra se donner une planification stratégique. Qu'est-ce qu'on fait quand? Qu'est-ce qui vaut la peine d'être fait? Nos ressources nous-mêmes ne sont pas illimitées. Et puis, que de temps en temps, il faudra rendre compte par écrit de ce qu'on a fait. La structure, c'est celle-là. Beaucoup de ce qu'on aurait serait stocké, en fait, à l'ENAP, où il y aurait des serveurs qui seraient entretenus. Et c'est un peu, en fait, le modèle type là, de notre structure. Il y a aussi une pratique qui viendrait. Là, en fait, la séquence dans laquelle on s'engage à chaque fois serait à peu près la même. Il faut cueillir des banques. Il faut s'assurer qu'on centralise le dépôt, on harmonise les données, on met au point les interfaces utiles. Et puis après ça, évidemment, il y a toute la gestion de l'accès. Qui a accès, à quelles conditions, etc. Un peu comme, enfin, StatCan le fait déjà, parce que pour réussir à avoir accès aux données de StatCan, il faut donner bien des informations sur notre mère, notre belle-mère, avec qui on a été mariés, surtout depuis combien de temps et pour combien de temps encore. C'est compliqué. Là, mais c'est nécessaire pour s'assurer que... mais pour en fait s'assurer qu'il y a des codes de sécurité donnés, attribués à ceux qui utilisent ces données-là, et puis qu'on puisse se fier à ceux à qui on donne ces données-là en accès. Et finalement, une stratégie de production, comme je dis, de documents qui doivent être adoptés à différents publics, les médias, le public lui-même, en fait, les professionnels du droit, le barreau et demandeurs de données, la chambre des notaires, les praticiens, peut-être que ce serait important. On peut apprendre peut-être beaucoup de choses sur l'évolution de la pratique. Pour les facultés, ça peut être central. On forme qui, quoi, on les forme à quoi. C'est pas mauvais là, de savoir comment la pratique du droit évolue pour former les étudiants sur ce qui sera des besoins ou qui semble être un besoin croissant sur le marché du service juridique. Et puis les institutions publiques, c'est-à-dire essentiellement les ministères, les tribunaux et éventuellement les palais de justice. Eux-mêmes, les gestionnaires des installations. Alors, tout ça, on est en train de le faire. On verra jusqu'où on peut se rendre dans le développement de
infrastructure-là qui s'appelle Synergie. Et on croit en fait que ça prenait ça minimalement pour pouvoir ouvrir la porte à un échange avec les détenteurs de ces données-là, qui en fait eux-mêmes ont des besoins au niveau de l'analyse, puis avec lesquels on pense pouvoir travailler de mieux en mieux. Voilà. Voilà, donc on peut prendre des questions, si jamais.